Bonjour tout le monde, ici Vince et aujourd'hui dans Toon Flash, on part au XIIIe siècle pour une grande quête de vie dans l'Empire mongol. Ensuite on se fait greffer un cerveau cybernétique direction 2029 et on finit les vacances les pieds dans l'eau avec une sirène, guitare à la main, comme un vrai poète. Et oui, vous l'avez compris, mois de juillet oblige, entre Anime Expo et Japan Expo, on va parler Japanime. Mais en mettant le paquet sur un studio japonais qui a une âme cartoonesque, je parle bien sûr de Seion Saru, le studio de Yuasa Masaaki et Choi Eun-young. C'est parti. On dit souvent que le savoir est une arme. Eh bien, Jadugar, c'en est un très bon exemple. Sitara, une petite fille vendue comme esclave dans la Perse du XIIIe siècle, est recueillie par une famille de lettrés, qui lui transmet tout ce qu'elle sait, lire, écrire, calculer et comprendre comment le monde fonctionne autour d'elle. Mais arrive un jour où l'empire mongol de Gengis Khan débarque et décide de tout plier, raser et capturer tout le monde. Ainsi, Sitara, traumatisée par de nombreux événements, fait face à son destin, décide de rebondir sur son sort et utilise son intelligence pour infiltrer la cour et survivre. Et pourquoi est-elle considérée comme une sorcière d'après le titre ? Oui, parce que Jadugar, ça veut dire magicien en perse. Eh bien parce que sa sorcellerie, c'est de savoir lire. Adapté du manga de Tomato Soup, ici c'est Seion Saru qui s'occupe donc de mettre en animation le seinen d'une autrice qui a plutôt bien marché. Car on parle d'ici d'un manga qui a quand même eu en 2023 la première place du Kono Manga ga Sugoi, qui veut dire « ce manga est génial », soit une sorte de référence qui élit le meilleur manga de l'année, d'après les votes de plusieurs libraires et critiques au Japon. Ceci explique donc le pari fou du studio et l'implication d'un duo iconique. Abel Gangora sur la réal, talent historique du studio auquel on doit les openings, storyboards et les moments les plus iconiques dont ceux d'Aizuken et Dandanan, et Yamada Naoko à la supervision, la légende qui a réalisé Keion chez Kyoani ou encore The Color Within qu'on avait vu à Annecy il y a 2 ans. Mais imaginez le duo quand même. Et ça se voit à l'écran, l'inspiration des miniatures persanes et manuscrits médiévaux venant du manga a été gardée, en y ajoutant le parti pris très Seion Saru, c'est-à-dire une DA assumée avec ses aplats de couleurs, ses décors qui assument le décoratif, ses personnages avec un trait rond et hyper lisible mais qui se déforment quand l'émotion monte, on est presque sur de la fresque qui bouge. Visuellement, ça peut rappeler de ce qui avait été fait en France pour l'adaptation du roman d'Amélie et la métaphysique des tubes. L'anime est diffusé depuis le 4 juillet au Japon et est dispo en simulcast sur Crunchyroll. Ghost in the Shell, ce culte classique de la Japanime, au même titre qu'Akira ou les films de Kon Satoshi comme Perfect Blue, une œuvre qui a compté dans la démocratisation de la Japanime en Occident et particulièrement en France, considérée comme la licence cyberpunk qui a inspiré Matrix et à peu près tout le monde depuis, eh bien, Seion Saru vient d'en faire un reboot. Pour la première fois, ce n'est pas Production IG qui s'occupe de l'anime, le studio historiquement derrière les adaptations animées de la licence, comme le film Doshi de 95 ou encore Standalone Complex. Petite piqûre de rappel pour ceux qui ne connaissent pas l'univers. On est dans un futur proche où l'augmentation cybernétique est monnaie courante. Le cerveau est connecté et ton corps est remplacé pièce par pièce. Et forcément, ça pose une question toute bête. Qu'est-ce qui reste de ton toi quand ton corps entier est remplaçable ? Une thématique qu'on retrouve très souvent dans les œuvres cyberpunk. On suit la section 9, une unité d'élite anti-cybercriminalité, et sa chef, Motoko Kusanagi, aka le Major, un cyborg quasi intégral, qui enquête sur des affaires où le piratage de mémoire et de conscience devient une arme. Voilà, vous avez le décor, sans spoiler. Moko-chan, le réalisateur de cette nouvelle itération, se veut davantage fidèle au manga de Shiro Masamune, et se doit de tourner le dos à l'esthétique froide et hyper détaillée qu'on associe à la licence depuis le passage de Oishi. Parce que dans le manga de Shiro, les gens ont tendance à l'oublier, c'est un peu goofy. Le Major y fait des grimaces, chambre ses collègues, part en réaction super abusée entre 2 fusillades, toute une dimension cartoon qui a été gommée par 30 ans d'adaptation sérieuse, et qu'un studio comme Seion Saru était sans doute le seul à pouvoir réanimer. Résultat, on retrouve un Major expressif, colérique, drôle, animé avec cette fluidité élastique typique du studio dans une DA rétro qui assume les aplats et le trait. C'est tout simplement le Ghost in the Shell le plus cartoonesque jamais produit. La série assume des aspects du personnage de la Major qui était resté cantonné au manga jusqu'ici, soigneusement rangé sous le tapis par les adaptations précédentes. Et côté visuel, pas mal de fans ont fait la comparaison avec les cinématiques du jeu PS1 de 97 qui était jusqu'ici l'adaptation la plus fidèle au trait du manga. Sauf que là, c'est plus 3 minutes de cinématique. C'est une série entière dans cette énergie-là. Et à la tête de l'animation ainsi qu'au chara-design, on retrouve Anda Shoei, qui avait aussi bossé sur Little Witch Academia, ainsi que Scott Pilgrim's Take Off. Et le flex ne s'arrête même pas là. Le logo de la série est signé Sorayama Hajime. Et si son nom vous dit rien, c'est le créateur des Sexy Robots, ces femmes robots chromées qui ont influencé Robocop ou encore le robot chien mignon Aibo de Sony. Et plus récemment, c'est lui qui a designé la fameuse statue géante plantée au milieu de la scène des concerts de The Weeknd. J'y étais donc voilà, c'était pas mal.
Petit détail qui fait plaisir, en juin dernier à Annecy, là où les 2 premiers épisodes ont été présentés en avant-première mondiale, l'équipe a affirmé que la prod n'utilisait aucune IA générative. Dans le contexte actuel de l'industrie, c'est plus une déclaration politique qu'un détail technique. Et pour une œuvre qui interroge depuis toujours les dérives de la technologie sur le corps et l'esprit, ça prend un sens particulier. A noter que la série a aussi eu le droit à une avant-première au cinéma en France grâce à All the Anime, et là, je vais être honnête avec vous, désolé pour les équipes, mais la VF elle est vraiment pas terrible. Faites-vous ça en VO sous-titré, vous me remercierez. C'est dispo depuis le 7 juillet sur Prime Video, avec un épisode par semaine. Et si Science Saru cartonne aujourd'hui, il faut aussi parler de d'où ça vient. Le studio a été cofondé par Choi Yeon-young et Yuasa Masaaki, ce dernier étant le réalisateur de Mind Game, Tatami Galaxy ou encore Devilman Crybaby, un des réalisateurs les plus libres de l'animation japonaise, qui depuis a quitté le studio. Mais avant la création de ce studio, il y a eu Wakfu. Oui. Fin des années 2000, Ankama qui ouvre un studio au Japon et y délocalise 25 animateurs européens. C'est là que Choi réalise Noxymilien l'horloger, un épisode spécial de Wakfu avec Yuasa au Chara Design. Et quand Ankama Japan ferme en 2011, une partie de l'équipe suit le duo pour fonder Science Saru, dont un certain Abel Gangora, ex-animateur espagnol sur Wakfu et aujourd'hui réalisateur de Jadugar. Donc la prochaine fois qu'on vous dit que l'animation française ne rayonne pas, sans Wakfu, il n'y a pas d'ananan en fait. Et le premier gros fait d'armes officiel de Science Saru, les habitués le savent déjà. On en avait parlé dans un Toonflex à l'occasion de la sortie de Scott Pilgrim Take Off, c'est un épisode d'Adventure Time, Food Chain, réalisé par Yuasa en 2014. Le studio qu'on vous vend aujourd'hui comme la sensation japanime a littéralement aiguisé sa lame sur l'œuvre étalon du cartoon moderne. Vous comprenez pourquoi on se sent chez nous. Et en 2017, Yuasa réalise le premier long métrage original du studio, Lou et l'île aux sirènes. Kai est un collégien renfermé qui vit dans un petit port de pêche. La nuit, il compose seul dans sa chambre et balance ses prods anonymement sur internet. Oui, le film parlait déjà de bedroom producing en 2017. Repéré par ses camarades de classe, il rejoint à contre-cœur leur groupe. Il commence à répéter sur une île isolée, loin des regards, logiquement baptisée l'île aux sirènes. Et comme son nom l'indique, l'île va effectivement leur amener une sirène. Lou, qui ne peut pas s'empêcher de danser dès qu'elle entend de la musique. Alors oui, dit comme ça, une créature marine qui débarque chez les humains dans un petit port de pêche et une histoire d'amitié, la comparaison avec Ponyo elle revient tout le temps. Il y a même une review sur Letterboxd qui dit que le film c'est un peu Ponyo mais avec un mec qui passe son temps sur Bandcamp. Mais en vrai, niveau vibe, on est plutôt entre Lilo et Stitch et Steven Universe. Sauf que là où ces titres restent sages, Yuasa fait dans le cartoon sous acide. Dans Lou, la musique est le moteur littéral du film. C'est elle qui attire Lou, elle qui la transforme et elle qui fait basculer tout le village. Chaque morceau est un événement d'animation. Et ce n'est pas un hasard si la musique est au centre. Chez Yuasa, c'est une obsession de toujours. Le mec finira par réaliser un opéra rock avec Inuo en 2021. Et quand ça joue, ça part en roue libre. Le film est animé en grande partie sous Flash, le même logiciel qui est utilisé par des animateurs occidentaux, dans un long-métrage japonais, ce qui donne des déformations impossibles, des jambes en spaghetti, des séquences de danse complètement rubber hose. Il y a même une scène qui équivoque carrément l'animation ultra fluide des vieux cartoons Betty Boop des années 30. C'est un film japonais qui fait le pont entre Tex Avery et l'anime, et qui a raflé le cristal du long métrage à Annecy en 2017. Mais en plus de tout ça, village côtier, soleil, musique, baignade, c'est objectivement le film à regarder pendant l'été. Fraîcheur garantie, zéro prérequis, ça se regarde même en famille. Et c'est dispo en France, en Blu-ray et en DVD chez All the Anime. Voilà tout pour ce Toon Flash spécial Science Saru. Comme quoi, la frontière entre Japanime et cartoon, il n'y a pas besoin en fait. Elle est bien plus poreuse que ce que les puristes des deux camps ils veulent bien admettre. Enfin bon, pas de violence.
c'est les vacances. Tranquille. J'en profite pour vous souhaiter de très bonnes vacances d'été. Profitez un max, mais un max du beau temps. Et puis nous, on se dit rendez-vous à la rentrée pour la suite. Allez, ciao les broskies.